Alea jacta est, le sort en est jeté. Avec la digitalisation de la société, de nouveaux modèles s'imposent quant au courtage d'assurance de proximité. Même si les relations humaines sont au cœur de la relation et de leurs activités, les courtiers d'assurance ne peuvent pas lutter contre l'accélération de la digitalisation. Ils n'ont pas d'autre choix que de s'engager aujourd'hui dans l'utilisation des outils numériques, mais peuvent-ils accélérer leur mutation numérique? Comment et à quel rythme et sur quelle partie de leurs activités? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Heidi Salazar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et dirigeante du groupe Dolce Vita, c'est bien ça? C'est ça. Pierre-Alain de Malray. Bonjour. Bonjour Pierre-Alain, merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe Santiane. Hervé Massier nous a rejoint sur ce plateau également. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directeur général de Wasari. Oui. Et puis nous remercions chaleureusement Eric Momy d'être venu sur ce plateau. Vous êtes directeur général de Verlingue. Bonjour. Bonjour à vous. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Une enquête récemment menée auprès des adhérents de la Chambre syndicale du courtage d'assurance en septembre 2018 évoque le résultat suivant. 70% des courtiers estiment que les innovations technologiques sont de plus en plus présentes dans leur activité. Presque les 3/4. Est-ce que le courtier numéricus existe-t-il bel et bien? Quel est votre avis? C'est la première question et je vais m'adresser à Eric tout de suite pour répondre à cette question. Alors, d'abord, la première chose que je note, c'est que la prise de conscience de notre industrie, elle a été assez tardive, parce que c'est 2012-2013 que beaucoup d'acteurs ont réalisé qu'il y avait une révolution digitale. D'autres avaient démarré beaucoup plus tôt. Ce qui est intéressant, c'est que oui, il n'y a en fait pas un courtier numéricus, mais des courtiers numéricus. Il y a plein de courtiers numéricus partout. Plein de courtiers numéricus en fonction de la couche de valeur à laquelle on s'adresse. Je suis dans un groupe dans lequel on a une entreprise qui s'appelle Verlingue, que je dirige, qui est un courtier de risque d'entreprise. Nos clients, c'est des grandes entreprises, des ETI. On est vraiment dans le monde du conseil. On a embrassé cette révolution digitale à partir de 2005-2006. Et en fait, on est allé donner la possibilité à nos clients de faire des actes de gestion simples, d'accéder à de la data la plus smart possible pour arriver à piloter leurs risques ou leur régime de protection sociale. Ça, c'est le conseil. On voit qu'on est en plein dedans. On a une autre activité dans le groupe qui s'appelle Génération, qui est un courtier, c'est un gestionnaire pour compte de tiers en matière de prévoyance et de frais de santé. Et Génération a démarré encore plus tôt que nous, en 2002. Et là, il y a deux choses. Il y a un bénéficiaire qui est un des clients importants d'un gestionnaire en matière de santé. Et le bénéficiaire, lui, il avait besoin d'un parcours extrêmement digital pour accéder à ses remboursements, pour pouvoir accéder à des professionnels de santé. Et puis, Génération aussi fournit un nombre de data absolument considérable à des RH, à des apporteurs, à des assureurs. Puis la dernière couche, mais là je laisserai mon ami Pierre-Alain en parler un peu mieux, c'est la couche de distribution. Alors nous, dans le groupe, on a un digital natif, c'est un Santiane, un baby Santiane, qui s'appelle Coverlife, qui est rentré dans la famille tout récemment et qui fait de la distribution digitale sur de la santé individuelle, de la prévoyance individuelle. Et alors là on va y revenir tout à l'heure, il faut être un pur digital natif pour exister. Donc il y a plein de courtiers numéricus, on verra vos réponses après. Pierre-Alain, vous avez, au-delà du cas de Santiane en particulier, vous constatez qu'il y a aussi plein de courtiers numéricus en France? Oui, enfin tout le monde est numérique. Qui n'est pas numéricus? Dans leur activité de contrat non, courtier d'assurance, qui utilise le numérique et les innovations, elle est presque un peu datée, je dirais, parce que le numérique est vraiment partout. Le numérique est derrière. Même dans les cabinets de courtage d'assurance, de proximité. Il y a pas mal d'études sur le sujet, quelle est la part du numérique dans l'assurance. Même ceux qui signent en face à face, les clients en France en assurance de particuliers, ceux qui signent en face à face se renseignent quasiment tous en amont sur Internet. Donc le courtier qui exerce son activité sans aucun rapport avec le digital, que ce soit, comme l'a dit très bien Eric, c'est-à-dire qu'il y a la phase de souscription, et puis il y a la phase de gestion, il y a la phase de service client, il y a la phase d'instruction de sinistre, il y a la phase de démarche commerciale ultérieure. Celui qui n'a de digital nulle part, moi je le connais pas. Donc le numérique est absolument partout. Et après, il y a un autre point que je voulais souligner, c'est que vous opposiez un peu dans votre introduction un peu les relations humaines et le numérique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est purement dans la proximité de la chaleur humaine ou sur des interfaces web absolument froides. Et chez Santiane, on a fait le pari, je dirais, à la fois du 100% digital et du 100% humain.
qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une vitrine web, on est le premier courtier online de France, toute garantie confondue, mais on fait ce constat que même quand on est online, quand on vend à des particuliers, les particuliers, ils ont besoin de conseils. Ils ont du mal à s'y retrouver, c'est un vocabulaire quand même, notre vocabulaire est un vocabulaire abscon, ça touche pour notre part des risques de santé, des risques liés à la personne, donc on a envie de bien comprendre les termes du contrat, et chez nous, on a 150 sur Santiane.fr, 150 conseillers, experts en assurance, qui vont accompagner le client, et même si le client est devant une interface web, il a ce conseil téléphonique qui pour nous permet d'allier à la fois le numérique d'une part, et le conseil expert qui a forcément une dimension humaine, parce que quand il y a du sur-mesure, il y a forcément un peu d'humain derrière, donc c'est soit des chatbots, soit des mails, soit etc. Nous on aime bien ce vieux média qu'est le téléphone, qui accompagne bien le numérique web. Donc 100% numéricus, mais 100% humain également. Voilà, c'est la recette du groupe Santiane. Hervé, de votre point de vue, il existe aussi, il y en a plein, plein partout. Je vais partager un petit peu le point de vue d'Éric et de Pierre-Alain. C'est-à-dire que concrètement, effectivement, l'humain reste. Nous, on travaille chez Boiserie beaucoup avec le courtage de proximité. Alors, le courtage de proximité, enfin, on développera ça un petit peu plus tard, à différents visages, mais l'humain est important maintenant. Le client veut de l'immédiateté, et donc l'immédiateté passe forcément par des solutions technologiques qui permettent de répondre rapidement. Est équipé Alors oui, il est équipé. Je parle pas de fichiers Excel. Ils ont tous Internet, ils sont tous ils sont plus sur des modems 56K. Voilà, ils ont la fibre, voilà. Maintenant, à côté de ça, ils veulent vraiment des solutions rapides. Ils veulent pouvoir avoir en tout cas, ils veulent vraiment des solutions intuitives, rapides, pouvoir souscrire aussi rapidement. Donc, on est obligé d'aller vers eux en leur apportant des solutions technologiques. C'est vrai que en fonction des profils, on peut avoir un peu des courtiers old school qui travaillent un petit peu encore à l'ancienne. On a de moins en moins parce que on observe quand même des gens qui se régénèrent. Il y a des nouveaux courtiers, des émergents. Il y en a qui rachètent des cabinets et qui essaient justement de se moderniser. Donc oui, nous on trouve que ça, en tout cas, ça va dans le bon sens. Il y a vraiment des solutions technologiques qui sont mises en place. Alors par les compagnies, par les courtiers grossistes que nous sommes, par les courtiers classiques, et chacun essaie de trouver chaussure à son pied, clairement. Alors Eddy, vous avez monté votre cabinet de courtage à 23 ans, c'est bien ça? Oui. Dolce Vita, c'est aujourd'hui, alors je ne vais pas tout faire l'énumération, mais c'est 4 structures d'assurance, un cabinet de gestion, un cabinet d'avocats, un cabinet de juristes, vous êtes 15 personnes, 3 millions d'euros, c'est ça, un peu de chiffre d'affaires. Donc vous avez entendu nos invités, les courtiers numéricus existent. Est-ce que le courtier numéricus de proximité, selon vous, il existe vraiment? Alors, déjà, qu'est-ce qu'on entend par numéricus? Parce que le terme est vaste. Si on le prend, ils sont digitales, quoi, bien évidemment, dans toute la chaîne de valeur de leur activité. Donc, comme on dit ces messieurs, effectivement, le courtier numéricus existe, et bien heureusement au XXIe siècle. Néanmoins, si on veut aller plus loin dans la digitalisation des cabinets de proximité, il va falloir parler GED, il va falloir parler chatbot, même pour les courtiers de proximité, il va falloir parler utilisation des data et gestion de la data, ce qui n'est pas encore le cas dans les cabinets de proximité. Donc, il y a une marge de progression, et c'est ce qui est fabuleux, justement. Parce que quand on prend l'agilité des cabinets de courtiers de province couplée avec l'évolution possible, je me dis qu'il y a de quoi faire. Et ne perdons pas de vue qu'un courtier de proximité est avant tout un entrepreneur qui a investi sur des fonds propres, qu'ils sont financiers et patrimoniaux, et que de fait, il a forcément l'envie d'évoluer, de croître et de suivre l'évolution digitale. Et donc d'être acteur de cette digitalisation. Et il attend beaucoup et des compagnies et des grossistes pour l'aider dans cette démarche. D'accord, on en reparlera tout à l'heure, ça fera l'objet d'ailleurs d'une question. Nous reviendrons sur les courtiers de proximité plus particulièrement. Pierre-Alain de Malleray, Santiane est un pure player, premier courtier online, c'est ça, né du digital avec le digital, même si le téléphone est très présent dans votre modèle. Vous m'avez dit récemment que la digitalisation de la distribution n'est pas un raz-de-marée, que le marché français est loin d'avoir basculé. Vous pouvez nous confirmer ça ou nous l'affirmer, nous dire pourquoi, selon votre point de vue, on est encore c'est quelque chose qui est bien connu de ceux qui regardent un peu notre marché. Si on prend le cas du Royaume-Uni, par exemple, un marché que connaît bien mon voisin de droite, quand on regarde l'assurance de particuliers au Royaume-Uni, il y a plus de 70% des contrats qui sont souscrits online.
en fait. Donc vous prenez l'ensemble des ventes, et il y a 70% de ces ventes qui sont... En France, c'est combien aujourd'hui ? Justement, j'arrive. Qu'est-ce que ça veut dire online ? Qui passe par un comparateur, où on a des quotes, c'est-à-dire des devis, et on arrive à faire un parcours de souscription full web, ou avec web, et comme c'est le cas chez nous, un peu de conseils téléphoniques pour orienter le client. L'équivalent de ces 70%, et quand je parle de l'assurance de particulier, je parle de l'auto, de la santé, de l'habitation, etc. Quel est l'équivalent de ces 70% en France ? Alors, il n'y a aucun chiffre officiel. Donc, justement, j'attendais comme le métier d'avoir un chiffre. On peut vous dire notre évaluation du marché, on pense que c'est autour de 10%. Donc, on voit bien que 10% des affaires nouvelles. 10% des affaires nouvelles sont faites sur les produits de masse, avec des parcours online, éventuellement complétés d'un conseil à distance, mais online. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de face-à-face dans l'entrée en relation avec le client. Alors du coup, on se dit on est super en retard par rapport aux Anglais, mais on peut aussi se dire, quand on regarde les autres pays européens, c'est pas beaucoup plus qu'en France. Certains sont quand même pas mal plus à 20, en Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Mais en tout cas, en France, on est très en retard par rapport au Royaume-Uni, un peu en retard par rapport à nos voisins d'Europe continentale. Et si on essaie de regarder les causes, il y en a plein qui sont possibles, et sans entrer dans un long discours, je peux vous citer que le fait qu'en Angleterre, c'est des contrats à durée ferme, et donc les gens renouvellent beaucoup plus facilement leur police, en tout cas auto. Le rôle des courtiers est beaucoup plus important au UK qu'en France. Les comparateurs ont fait une révolution il y a une quinzaine d'années en captant la quasi-totalité des frais d'investissement de publicité. Donc les marques de comparateurs sont des marques extrêmement fortes au Royaume-Uni, qui sont devant les marques d'assurance. Et en France, quelles sont les marques les plus fortes qui parlent aux consommateurs ? Ce ne sont pas du tout les marques de comparateurs. On aime bien les comparateurs, on travaille avec eux, mais ce sont les marques d'assureurs. Les marques d'assureurs sont extrêmement fortes, appuyées par des réseaux physiques qui sont extrêmement denses, et les assureurs, des réseaux bancaires ou des réseaux d'agents d'assurance, investissent énormément dans leur réseau physique. Il y a d'ailleurs des grandes compagnies d'assurance qui disent qu'ils vont développer leur nombre d'agences physiques. Donc ça, si vous voulez, c'est des observations un peu économiques de pourquoi on est derrière, mais ça ne veut pas dire, comme je disais, que il n'y a pas déjà du digital même dans la souscription physique, parce qu'on se renseigne avant, et puis ensuite on a souscrit en face à face dans un guichet bancaire ou dans une agence d'assurance, mais derrière il y a beaucoup de digital dans le self-care, dans la relation client, etc. Et ça ne veut pas dire non plus que ça ne va pas changer, parce que ces 10%, est-ce qu'ils resteront 10% dans 5 ans, dans 10 ans ? Nous, chez Santian, on fait le pari que non. Mais vous disiez, sans comparer la France avec UK, qui est un peu atypique quand même dans l'univers européen, pourquoi sommes-nous en retard par rapport à l'Italie ou à d'autres pays, comme vous l'évoquiez ? Pour moi, la première explication, c'est la force des marques d'assurance en France. Vous prenez des marques, je peux même citer, d'ailleurs on ne travaille pas forcément avec elles, mais des marques comme Maïf qui sont extrêmement fortes, l'ensemble du secteur mutualiste, des mutuelles IARD qui font des campagnes de pub qui sont d'ailleurs, je trouve, très réussies, et qui ont une relation affinitaire avec leur base de clientèle qui est exceptionnelle. Des réseaux, AXA est une très grande marque d'assurance, des réseaux bancaires qui développent des très grandes marques, y compris d'ailleurs mutualistes souvent. Ils ont l'ensemble de ces acteurs-là, qui sont les acteurs dominants aujourd'hui, ont réussi à créer un lien extrêmement fort avec le consommateur, et leurs équivalents anglais se sont fait confisquer ce lien en quelque sorte par les comparateurs. Et les dépenses publicitaires des comparateurs sont juste absolument délirantes au Royaume-Uni. Donc en France, on n'en est pas là. Les assureurs français ont mieux joué, j'aurais tendance à dire, mais le mot final n'est pas encore dit. Alors, on est dans un courtage digitalisé, c'est bien ça. Moi, je pensais qu'il y avait quand même un petit peu de marge de progression. On va le voir tout à l'heure. Mais Eric, en toute franchise, on est entre nous. Le digital pour le courtage d'assurance, c'est quoi ? C'est juste continuer à grandir, ou c'est vraiment une condition de survie pour ce métier ? Alors c'est les deux, parce que je pense que il y a beaucoup d'exemples qui ont montré que si on avait fait les bons choix digitaux, c'était un facteur de croissance extraordinaire. L'aventure de Pierre-Alain et de Santian c'en est une illustration. La nôtre aussi. Nous on a réussi à grandir sur les grands comptes, alors qu'on a en face de nous des gens, les grands Américains qui sont extrêmement talentueux, parce qu'on a été disruptif, parce qu'on est allé dans la différenciation. On l'a fait en automobile, on est allé changer ce métier qui était assez antédiluvien, on l'a fait dans la protection sociale, plus récemment on le fait pour les professionnels de l'immobilier, en matière de garantie de loyer impayé, en matière de MRI, on est en train de réinventer totalement des modèles de services, et là on voit que c'est vraiment un facteur de traction extrêmement important. Ça peut aussi être une question de survie, on l'a vu, nous on est un acteur depuis des décennies dans le marché des assurances des emprunteurs. En gros, on avait les mêmes concurrents depuis toujours.
on faisait tous la même chose, on le faisait bien. Et puis un jour, on a vu plusieurs phénomènes qui se sont cumulés. Des changements réglementaires qui ont véritablement ouvert la concurrence, donné la possibilité de résilier plus facilement. Et puis on a vu les nouvelles technologies qui sont arrivées, des acteurs qui ont su saisir ça. On les connaissait pas. C'était des U-Twin, c'était des BPSIS, et on a vu ces gens émerger en disruptant complètement ces marchés-là. L'activité, c'était une condition Et nous, on était un des players, voilà, et c'était une activité importante pour nous. Et là, on a réalisé que si on bougeait pas, si on pivotait pas, comme on dit, en 24 mois, on pouvait se faire complètement ratatiner. Et donc, on a pivoté, on s'est agilisé, et ça a été d'ailleurs une chance pour nous, parce qu'on a compris que on avait été des pionniers de la digitalisation il y a un peu plus de 10 ans, mais que l'horizon reculait beaucoup plus vite que la vitesse à laquelle on marchait, et qu'il y avait des gens qui s'appellent les AssureTech, qui étaient extrêmement agiles, très réactifs. Donc c'est une vraie chance. Et puis c'est pas non plus forcément une condition de survie, parce que moi j'écoute tout le discours sur les courtiers de proximité. J'ai été très frappé sur quand il y a eu l'ANI, avec notamment le fait qu'il fallait habiller les TPE, les TNS avec des garanties en matière d'assurance santé, de voir que finalement ces courtiers de proximité qui n'ont pas les moyens forcément d'investir en tout ça, ils ont été super épaulés par des courtiers grossistes qui ont quand même été des gens, moi je suis admiratif de la réussite de Cyprès et des équipes de Laurent Ouazana qui, je veux dire, ils ont compris le fait qu'il fallait effectivement apporter des solutions digitales pour aider ces courtiers de proximité. Et Laurent Ouazana, il en parle très bien. Il dit, vous trompez pas, ces courtiers de proximité, leur valeur à eux, c'est quoi? C'est que personne se substituera au fait qu'ils sont de proximité et qu'il y a une dimension de conseil qu'ils adressent extrêmement bien. Donc moi, je pense qu'il y a un avenir pour tout le monde. On y reviendra tout à l'heure, si on sait faire les bons choix. Donc je pense que voilà, celui qui sait faire les bons choix, il va pas forcément faire les investissements que tu as fait, ceux que j'ai fait, et il va très bien tirer son épingle du jeu. Merci pour la transition, Eric. Nous allons justement, la question suivante s'adressait à Hervé. Wazari, c'est le dernier petit né des courtiers grossistes, un peu en mode start-up d'une certaine façon. Oui. Vous avez fait récemment, Hervé, le Tour de France, oui. Un roadshow, c'est ça? On dit ça? Oui, voilà. Et vous avez été voir les courtiers. Alors, vous évoquiez tout à l'heure que certains travaillaient à l'ancienne encore. Alors, ça existe encore, mais est-ce que c'est massif ou est-ce que c'est selon vous c'est quand même un peu en voie de disparition. C'est-à-dire que nous, on a lancé vraiment l'activité commerciale depuis, on va dire, fin juin 2018. Aujourd'hui, Wazari, pour faire simple, hein, on est plutôt orienté sur l'IRD aux particuliers. C'est plus de 800 courtiers qui nous ont rejoints en l'espace de 6 mois. Donc, on est somme toute assez fiers de ce qu'on a fait. Moi, je participe j'ai fait une première tournée un peu sur les grandes villes, sur les courtiers spécialistes, on va dire, du IRD, essentiellement l'auto, le 2 roues, etc. Ce que je vois, je dirais, j'ai 4 grandes typographies de courtiers. Hein. La première, c'est plutôt l'agent général qui va faire du courtage à titre accessoire, c'est-à-dire qu'il va essayer de combler des trous dans la raquette qu'il a de par ses compagnies, parce que pas compétitif ou parce que absent complètement de certaines niches. Donc ça, c'est plutôt bien. Bien sûr qu'il va utiliser un peu les outils qu'il a de sa compagnie. Puis à côté de ça, il va être codé chez 2-3 courtiers grossistes. Puis en fonction des niches, une lisibilité assez facile de un client qui rentre chez lui, il sait à peu près où il va le placer. Ça, c'est une première catégorie qui est pas neutre, et on sent vraiment, en tout cas sur la partie IR des particuliers, une grosse majorité d'agents généraux s'oriente vers les grossistes. Ça c'est indéniable. Je ne vais pas citer de marque, mais c'est parce qu'il y a des carences sur l'IRD, parce que des risques qui sont moins bien maîtrisés, des résultats techniques un petit peu en deçà des résultats espérés. Après, on a une deuxième catégorie, alors je vais dire un peu les courtiers à l'ancienne, c'est-à-dire des gens bien installés depuis pas mal d'années, qui, effectivement, on les voit hein, quand on rentre chez eux, on voit encore les dossiers suspendus, mais qui quand même commencent à se mettre un petit peu au numérique. Voilà, les Excel, c'est déjà ils sont plus qu'au papier, donc ils ont déjà au moins Microsoft la suite de base, mais voilà, ils essayent en tout cas de se mettre à jour, mais ils travaillent, alors, ils sont installés, ils ont des portefeuilles assez conséquents, en tout cas leur pérennité n'est pas en jeu, mais c'est des notaires
rentable dans leur ville ou dans leur région, et spontanément, ils ont pas mal de business qui viennent comme ça. Et puis, je dirais, j'ai deux catégories de courtiers qu'on voit vraiment émerger, plutôt des jeunes, qui sont un peu les digital natives, donc des gens qui ont entre 20 et 25 ans, qui ont bien compris les outils que propose Internet, qui se sont mis à avoir des plateformes en France ou à l'étranger, qui sont capables de se créer 3 pages web, qui sont capables de générer du lead, et qui sont capables, de façon assez massive, d'aller tarifer chez différents courtiers, que ce soit des grossistes, voire des compagnies, s'ils ont des codes, et pouvoir souscrire. Et puis, ce que je vois, moi, depuis quand même quelques temps aussi, c'est une autre génération, c'est un petit peu ce que je vais appeler les courtiers communautaires, où là, effectivement, c'est plutôt des gens qui vont aller vers des communautés, alors, on va dire... Digital ou pas, mais... Digital, mais beaucoup sur le digital, et qui sont plutôt malins, et qui vont aider. On a des communautés auprès des gens du voyage, on a des communautés auprès de certaines nationalités, des Turcs, des Pakistanais, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très prégnant dans ce qu'on voit, et ils font vraiment un travail formidable, et c'est forcément en tout cas des cibles où on n'aurait pas accès en dehors de ces courtiers-là, quoi. Alors, vous évoquiez tout à l'heure qu'effectivement une partie des courtiers étaient digitalisés. On sait tous aujourd'hui que les clients attendent de l'immédiateté, de la simplicité. Je crois que c'est un secret pour personne. On a peut-être un petit peu l'impression, je vais m'adresser à Eddy cette fois-ci, on a peut-être un petit peu l'impression que la digitalisation des courtiers de proximité se résume, mais peut-être ai-je tort, à recueillir des leads sur Internet, et qu'après le parcours client est moins digitalisé. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, Eddy? Vous êtes de la région sud de la France, c'est ça? Oui, on est du nord des Bouches-du-Rhône. Du nord des Bouches-du-Rhône, pardon. Donc, c'est bien le sud. C'est bien le sud. Ouais. Est-ce que la digitalisation, c'est pas que recueillir des leads sur Internet ou la prospection, puis après tout le reste, c'est encore à la mano, comme on dit? Voilà. Honnêtement, je pense pas. Je pense pas, parce que comme ça a été dit et évoqué à plusieurs reprises précédemment, les courtiers se sont réveillés bien avant les compagnies d'assurance, finalement, qui ont été un petit peu longues à se mettre à la page. Aujourd'hui, le courtier de proximité connaît les enjeux du digital. Sa principale contrainte va être le coût de mise en place de ces moyens-là. Voilà. C'est un coût financier, en euros, pur. Et il y a un investissement de temps qui est colossal. Voilà. Donc la contrainte, elle va être sur ce point-là. Après, le courtier de proximité est attaché à apporter un meilleur service à ses clients. Il manque forcément de temps. Donc, il va être attaché à utiliser des outils digitaux qui lui permettent de gagner du temps, et donc de lui libérer du temps qu'il va passer avec ses clients pour l'équiper davantage ou mieux le conseiller. Voilà. Donc, est-ce que le courtier utilise juste des leads sur Internet? J'ai envie de dire que non. Et tant mieux. Voilà, j'ai envie de dire que non. Vraiment. Tant mieux, c'est un bon... Après, effectivement, on peut pas parler, on peut pas généraliser. Bien sûr, non, mais ça, c'est... Voilà, mais aujourd'hui, je pense que le courtier de proximité a compris que l'avenir ça serait ce qu'on appelle du figital. C'est à la fois de la présence physique et de la présence digitale, quoi. Le courtier est entre le client et l'assureur, ça n'a échappé à personne. Le client, lui, est fortement, souvent digitalisé. Les courtiers sont aussi, d'une certaine façon, un peu dépendants, on va dire ça comme ça, de la digitalisation de l'assureur. Est-ce que, de votre point de vue, la digitalisation du courtage n'est pas un peu freinée par certains assureurs qui n'ont pas encore franchi le pas? Hervé, vous voulez rebondir là-dessus? Nous, ce qu'on voit un petit peu, encore une fois, quand on va au contact des courtiers de proximité, si je me remets quelques années en arrière, les courtiers de proximité avaient accès aux compagnies. Alors, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. La réglementation qui a beaucoup évolué, qui impose des contraintes fortes, à la fois aux compagnies et par ricochet. Est-ce qu'elle ne freine pas les compagnies, la digitalisation du courtier? Alors, il y a deux sujets. Pour moi, il y a deux sujets. Il y a par les grossistes. Pardon? Quand elle passe par les grossistes, elle freine rien. Elle freine rien, parce qu'effectivement, il y a un transfert. C'est-à-dire que la compagnie transfère ses problématiques sur le grossiste. Mais j'ai tendance à dire que beaucoup de compagnies, ils ont un peu l'historique, comme on dit, le legacy. C'est-à-dire qu'ils sont quand même tributaires de passifs informatiques très lourds, où on se dit... je ne vais pas citer de nom, mais il y a encore beaucoup de compagnies qui tournent encore sur des AS400. Ils mettent 3 pages web dessus en HTML et ils font croire que ça tourne bien. On ne demandera pas de nom. Non, je pense que... mais à côté de ça, il y a des compagnies qui ont vraiment pris le pli et qui font les meilleurs efforts, mais
je pense que c'est pas suffisamment. En tout cas, moi, ce que je vois des grossistes, les grossistes sont beaucoup plus avancés. En tout cas, ça, sans aucune mesure par rapport aux compagnies. Donc, si vous voulez, il y a un peu un transfert. On transfère ça aux grossistes de façon à dire prenez le job, faites le job, et puis la tendance qu'on voit de fond, c'est de dire on veut plus gérer des courtiers de proximité parce qu'ils n'ont pas la faculté de nous remonter les infos en termes de reporting, en termes de réglementation. Abritez-vous derrière un courtier grossiste qui va globalement faire un espèce de super fichier de 2300, 5000 courtiers, plutôt que gérer 2300 courtiers en direct. C'est quand même la tendance forte que j'observe, moi, ça c'est sûr. Est-ce qu'à contrario, le rôle des compagnies ne pourrait pas être aussi d'accélérer la digitalisation de certaines compagnies, du coup, d'accélérer la digitalisation des courtiers? Un exemple, l'Oex de Londres récemment déclarait exclure dès 2019 les courtiers qui refuseraient de numériser leur activité. À la fin du premier trimestre, chaque syndicat devrait avoir souscrit au moins 40% au moins de ces polices à travers le système électronique. Est-ce qu'il n'y a pas une action des assureurs pour accélérer cette digitalisation des courtages, Pierre-Alain? Oui, bien sûr, les assureurs ont leur rôle à jouer, mais je suis d'accord avec Hervé quand il dit que sans doute ils n'ont pas été les plus moteurs, en tout cas sur le marché français, sur la numérisation, la digitalisation du conseil, des modes de vente, du parcours client, du parcours après-vente. Et c'est assez troublant de regarder, quels que soient les investissements des grandes compagnies qui investissent tous dans le digital. C'est assez troublant de remarquer avec Eric, comme il le disait tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'innovation qui est venue plutôt d'intermédiaires qui se sont placés dans la chaîne de valeur entre la distribution de proximité et la compagnie d'assurance qui porte, ou ses réassureurs qui portent le risque. Alors c'est le modèle grossiste, donc on est plusieurs autour de la table avec grossistes. Tout à l'heure je parlais avec ma casquette de Santiane.fr où on est courtier direct, mais on est aussi Neoliane Santé et Prévoyance, donc on est un grossiste, et j'allais dire presque on est surtout grossiste, puisque ça représente plus de 60% de notre chiffre d'affaires, maintenant notre activité grossiste, et donc on se développe avec nos 2000 courtiers partenaires, on a une croissance extrêmement forte sur ces métiers, et je pense que ce qui plaît à nos courtiers partenaires sur Neoliane Santé et Prévoyance, c'est précisément que avec la première casquette de Santiane, nous venons du digital, nous venons du monde du conseil à distance, des interfaces de souscription, un état d'esprit qui est très concentré sur l'expérience client, le parcours sans couture. On investit beaucoup dans ces outils digitaux. Un attribut essentiel du grossiste, c'est évidemment ses produits et sa gestion, ça c'est certain, mais c'est aussi et surtout, c'est aussi les interfaces web qu'il met, tout le monde est sur du web, qui met à disposition des courtiers pour exercer leur activité. Donc ils font tout le job en fait. Mais ils font pas tout le job, ils donnent les outils. Ils donnent les outils. Alors il y a un mot qu'on n'a pas prononcé et qui doit être prononcé à cette réunion, qui est le mot de extranet. L'extranet est un levier essentiel de croissance de ces grossistes, parce que dans l'extranet, le courtier Neoliane, comme le courtier d'autres grossistes qu'on a cités jusqu'ici, eh bien, il retrouve son environnement, ses produits, ses clients, il peut envoyer des devis, il peut faire des signatures, et même s'il est en face à face, on a beaucoup de courtiers. J'ai bien aimé la description que faisait Hervé tout à l'heure. Le monde du courtage est extrêmement divers. Il y a des mandataires debout qui vont faire des rendez-vous en face à face. Il y a des plateformes téléphoniques gigantesques. Il y a un peu des deux. Il y en a qui procèdent à la fois par plateforme et par rendez-vous, et ensuite en finalisation terrain, soit au domicile des clients, soit dans des agences. Donc le monde est extrêmement diversifié. Mais moi je dirais un dénominateur commun à tous ces modes de souscription et tous ces modes de relation client, c'est qu'il y a du digital même dans le face-à-face. Parce que je suis face à mon client, j'ai ma tablette, j'ai mon tarificateur mobile, petite pub au passage, Neoliane Santé et Prévoyance, on investit beaucoup dans ces outils de tarification mobile. Et même si à la fin, je suis face à un senior qui préfère avoir son bulletin d'adhésion papier et signé à la main, comme ça il garde son contrat et il veut pas forcément qu'on lui envoie tout par mail, ce qu'on peut faire dans toutes les compagnies. Nous, ça représente à peu près 10% de nos signatures. 10% de nos signatures sont des signatures papier. Donc on est loin des pourcentages de Lloyds. Mais pour moi, on est tous d'accord sur le fait que c'est un hybride. En fait, il y a un hybride dans la relation avec le client, et il y a du digital qui est déjà partout, même s'il est caché, et du digital pur. Et celui qui arrive à se développer et à faire la différence, c'est celui qui a compris comment allier ces deux mondes.
Donc si je vous comprends bien, on va bientôt avoir terminé. Je vais laisser la parole à Eric Momy. La digitalisation du courtier passe par les courtiers grossistes. C'est ça? En France, on doit faire ce constat-là. En France, on doit faire ce constat-là. Et ce métier a été inventé par des grandes compagnies. Il y en a une qui est en train de changer de main en ce moment, qui s'appelle April. Et on peut difficilement ne pas citer April aussi quand on parle des grossistes en France. Et on ne peut que constater que notre pays est un peu différent de nos voisins. On parlait de nos voisins tout à l'heure, parce que les courtiers grossistes chez nos voisins, il y en a quand même beaucoup moins. Donc, il faut sans doute s'interroger sur la raison pour laquelle le marché a laissé une place aussi forte à ces acteurs qui sont beaucoup plus proches du client, beaucoup plus proches de la distribution de proximité et qui, manifestement, ont réussi à être plus agiles et à faire des investissements plus pertinents que les grandes compagnies d'assurance, quelles qu'elles soient. Eric, vous partagez ce point de vue? Alors moi, je partage ce point de vue. Je suis moins un connaisseur du courtage de proximité, parce que Verling, c'est certes un courtier qui est en région, mais c'est un courtier de grandes entreprises. En revanche, là où je rejoins tout à fait ce que disaient Pierre-Alain et Hervé, c'est que ils disaient tout à l'heure, les compagnies, grande difficulté, effectivement, tu parlais des AS 400. Je voudrais dire que c'est pas l'apanage des compagnies. Aujourd'hui, là où il faut pas se tromper, c'est que ceux sur qui il y a le plus de pression en matière de transformation digitale, ce sont les grands courtiers. Pourquoi? Parce qu'ils ont un legacy. Ils ont un actif extraordinaire, c'est des clients, des grands portefeuilles, et ils ont, on va le dire quand même, souvent un passif qui est leur IT. Et aujourd'hui, on voit quand même cette pression sur les courtiers avec des gens qui les attendent, pas uniquement les grands courtiers, on génère pas de lead, c'est pas ça, on vient nous chercher sur ce qu'on est capable de produire en termes de gestion, de servicing, de conseil, et là, il y a une pression énorme, de très grandes attentes des clients, et cette pression, elle pèse sur les grands courtiers. Et aujourd'hui, je citerai aucun nom, il y en a qui osent pas franchir le pas, parce qu'ils se disent qu'ils partent dans une aventure très compliquée. De courtiers, Eric. De courtiers, qui osent pas franchir le pas, ce qu'on appelle l'urbanisation de vos systèmes d'information. C'est-à-dire que vos systèmes d'information, si vous avez un S400, comme tu le disais, tu peux pas l'exposer à l'extérieur, donc on va parler d'urbanisation, on crée des hubs digitaux, et puis on essaie d'urbaniser son système d'information. Il y en a qui osent pas franchir le pas, parce que c'est pour eux quelque chose qui, je sais pas si ça les dépasse, mais ils ont du mal à se projeter. Il y en a qui ont essayé de franchir le pas, qui ont échoué. On dira pas non, mais il y a des catastrophes industrielles dans le marché. Et puis il y en a qui ont osé. Et moi, alors nous, on est une boîte de transformation digitale, Verling. On a cette chance d'être né comme ça depuis toujours. Mais moi, je suis assez admiratif d'un courtier qui est devenu américain récemment, dont tout le monde raillait les systèmes d'information et qui a réussi à faire cette urbanisation et qui aujourd'hui, sur la protection sociale notamment, reprend des parts de marché. Donc là, il y a une vraie pression. Les grossistes, là aussi, je voudrais dire, moi, je suis très admiratif de ce qu'on font les grossistes, mais j'aimerais savoir, je pense qu'il y a des grossistes qui doivent avoir des AS 400 aussi. Je suis pas un spécialiste des grossistes, mais je pense que ça existe. Je pense que les grossistes, ils sont certainement beaucoup plus en avance que les assureurs, mais eux aussi doivent avoir une énorme pression, parce que le courtier de proximité, je pense que lui, il attend du courtier grossiste, et c'est tout la chance pour les courtiers grossistes et aussi l'enjeu d'être capable d'apporter une digitalisation dans laquelle lui ne pourra pas investir. Voilà. Donc, à la fin de la journée, moi, je me dis finalement, le courtier, j'ai adoré Heidi, ce que vous disiez, c'est un entrepreneur, il met son cœur, il a mis son argent dans son business, il doit être extrêmement agile, et je me demande finalement si dans tout ce panorama, c'est pas celui qui peut être le plus agile et savoir saisir toutes les opportunités, dont de bosser avec des gens très pros comme vous. Voilà, c'est une vraie chance. Alors pour terminer, puisqu'on a légèrement dépassé le temps imparti, il dit le courtier de proximité, il est digital, il travaille avec des courtiers grossistes. Comment il va faire pour numériser tout ce qu'il peut numériser, et au-delà de la partie conquête d'affaires nouvelles, tous ces process jusqu'à la signature électronique, etc. Alors déjà, pour rebondir sur ce qui a été dit, en tant que courtier de proximité, j'ai constaté en partant de zéro qu'on travaille pas avec des grossistes que lorsque nous n'avons pas d'autre choix. C'est-à-dire que le Graal d'un courtier de proximité, c'est d'avoir des codes avec des compagnies en direct. Voilà, soyons très clairs. Ceci dit, l'évolution du marché de l'assurance fait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, les compagnies ne donnent plus de codes, ou très peu. Ça, c'est un premier point.
Donc, le courtier, comme il est débrouillard, parce qu'il a besoin de travailler, parce que ce sont ses fonds propres, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver des solutions pour satisfaire son client. Parce que le seul intérêt d'un courtier de proximité, ce n'est pas une compagnie d'assurance, les produits qu'elle propose. La priorité absolue d'un courtier, la priorité absolue d'un courtier de proximité, c'est de satisfaire son client, de lui offrir le meilleur conseil et le meilleur contrat d'assurance au meilleur prix. Ça, c'est factuel. Ceci dit, comme c'est l'objet du jour, on ne peut pas passer à côté du digital. La solution, compte tenu du coût de la digitalisation, ça va être la mutualisation des cabinets de courtage. Et ça, c'est l'avenir des courtiers de proximité. Celui qui veut rester seul, malheureusement, il disparaîtra pas par choix, c'est parce que l'investissement en euros est trop élevé, ou alors il devra se contenter de travailler avec des grossistes sur des secteurs spécialisés. Il va choisir tel grossiste pour tel produit et un autre pour un autre produit. Donc s'il veut rester courtier généraliste de proximité, comme ils sont en fait quand même, le courtage de proximité, c'est 85% des courtiers de France. Donc s'il veut rester, acteur du marché de l'assurance, avec une place de choix auprès de ses clients, il devra se mutualiser. Aujourd'hui, le groupe Dolce Vita offre cette mutualisation, ce qui donne en fait, en rejoignant le groupe Dolce Vita, un courtier de proximité bénéficie... Futur courtier grossiste de chez Vita, non? Non, c'est un modèle économique qui n'existe pas dans l'assurance aujourd'hui, ce que l'on propose. C'est une mutualisation de moyens où il va avoir un back-office ultra digitalisé, une hyper proximité avec ses clients, et une hyper communication, puisqu'il y aura une mutualisation des fonds pour l'évolution digitale et marketing. Donc si j'ai bien compris, on va être obligé d'en terminer. Alors, on va faire un dernier petit tour de table, 30 secondes chacun. Le courtier Numericus, il existe. Mais le plus souvent, il externalise sa digitalisation ou son numérique à d'autres, si j'ai bien compris, à des courtiers grossistes, etc. Un dernier petit mot, donc, est-ce que le courtier de proximité ou le courtage en général va accélérer un petit peu plus, parce qu'on a quand même un peu l'impression que... voilà, c'est-à-dire il va accélérer, le courtier va prendre le train en marche, c'est-à-dire que ce train va aller plus ou moins vite. Il va le prendre, je pense qu'il l'a déjà pris, clairement il est dans le train, après tout va dépendre, est-ce qu'il a pris le bon train, il a pris le TGV ou il a pris un TER. Donc le sujet il est là. Pris quoi j'espère pour moi en tout cas le TGV, c'est en tout cas la promesse qu'on essaie de faire chez Bolloré. Parfait. Pierre-Alain, un petit mot pour conclure? Oui, je pense qu'on peut... Moi, je conclurais volontiers en disant que le digital, c'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est le client. Et de jouer ses points forts et ce qu'on peut apporter au mieux aux clients. Et une fois qu'on a posé ça, le digital est un moyen pour arriver à exercer mieux un conseil, dans certains cas, une souscription, un service client, un équipement de portefeuille, un accompagnement du client tout au long de sa vie, et chacune de ces étapes-là peut être soit digitale, soit exercée en face à face, soit hybride. Et celui qui marche, pour moi, c'est celui qui allie à la fois la proximité de son conseil, qui joue ses points forts et qui s'appuie sur les moyens digitaux là où c'est nécessaire pour son business. Eric, le mot de la fin. Moi, je partage en tout point ce que vient de dire Pierre-Alain. En fait, le digital, faut vraiment pas le prendre comme une menace, c'est une opportunité. Et je pense que moi, si j'étais courtier de proximité, je réfléchirais à ma winning aspiration. C'est le where to play. C'est quoi les segments de clientèle que je veux adresser, comment je veux les adresser. C'est le how to play. Quelle couche de valeur je vais digitaliser. Est-ce que c'est la distribution? Est-ce que c'est la gestion? Est-ce que c'est le conseil? Et puis à partir de là, si j'ai une winning aspiration, je me ferai un beau business plan en me disant c'est quoi les possibilités de conquête que j'ai. Je peux pas partir partout, il va falloir que je fasse des choix. Et puis objectivement, on est quand même très nombreux autour de la table à l'avoir démontré. Si on fait les bons choix, on doit être capable d'investir. On est des gens, on est des entrepreneurs, on est des gens qui investissons. On peut avoir des ROI très courts. Je connais quand même très peu de business dans lesquels on peut investir sans se poser la question du ROI. Donc moi, je serais un courtier de proximité, je serais ultra enthousiaste sur tout ce qui est en train de se passer. Ben voilà, une belle conclusion. Merci de votre présence. Merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau, sur le courtier Numericus. Vous aurez bientôt les replays à partir de lundi sur le site L'Assurance en Mouvement. Quelques petites dates. Le 4 octobre 2019, il y aura les trophées de l'assurance, vous en rappelez. Le TIDE, le congrès de la transformation du secteur de l'assurance, sera en novembre cette année. Et puis le prochain Assurance TV, c'est le 26 mars 2019. Pardon. Merci de votre attention et nous vous disons à très bientôt. Merci. Merci.